Que se passe-t-il avec les négociations, avec les discussions, le deuxième round de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis en Suisse? Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, J.D. Vance a fait, je crois, 4 ou 5 podcasts. Il est allé sur différentes émissions pour essayer de vendre le protocole d'accord au public américain. Il disait, le protocole est formidable, on fait ci, on fait ça. Mais en réalité, ce protocole ne veut pas dire grand-chose. C'est juste un document. On sent qu'il se prépare, d'une certaine manière, à une désescalade. Et la question des avoirs iraniens gelés faisait partie des principaux points de blocage. J.D. Vance a expliqué qu'ils allaient acheter beaucoup de soja, de maïs, de blé aux États-Unis et qu'ils allaient payer les agriculteurs américains. Et voici ce que Donald Trump a déclaré hier à propos de sa vision de l'Iran et du marché iranien. Pour les exportations américaines et partout dans le monde, on ouvre de nouveaux marchés pour nos agriculteurs. Et il y en a un autre qui arrive, un tout nouveau marché, ce qu'on appelle le charmant pays d'Iran. C'est un très bel endroit. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'y aller? La République islamique d'Iran traverse une période difficile sur le plan alimentaire et nous allons prendre une partie de leur argent, le dépenser et acheter du blé, du soja et du maïs en grande quantité. Ce processus va démarrer très bientôt et ça va être assez important. Je pense même que ça va être très important. Je me souviens qu'avant le début de cette guerre, l'un des principaux sujets de discussion entre les deux camps, c'était ça. On avait eu 2 séries de négociations avant que toute cette folie ne commence. Et à ce moment-là, il parlait du fait que si les États-Unis voulaient investir en Iran, ils devaient le prouver. Ils devaient montrer qu'ils étaient sérieux. Et aujourd'hui, Donald Trump parle de ce sujet. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'investissement. Il s'agit des avoirs iraniens gelés qui seraient utilisés pour acheter des produits américains. Le président du Parlement iranien a d'ailleurs déclaré que c'était complètement faux, qu'il n'allait pas faire ça. Oui, alors, c'est très difficile en général de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de contradictions entre Washington et Téhéran. Washington dit une chose, souvent pour la communication, et les Iraniens, eux, expliquent très clairement la situation d'ailleurs dans leurs conférences de presse. Ce sont des gens très précis, donc ils décrivent les choses avec précision. Il faut se rappeler que Trump, c'est un communicant, un vrai spécialiste du spin. Si quelque chose est noir et qu'il veut le faire passer pour blanc, il dira que c'est blanc. Voilà pour le contexte. Maintenant, parlons de cette question agricole. D'abord, Trump dit qu'ils ouvrent les marchés. Non, en réalité, il les ferme. Trump, c'est un homme des tarifs douaniers. Il est en train de fermer le commerce international. Il veut tenir la concurrence étrangère à distance des États-Unis. Hier encore, il a fermé le marché aux véhicules électriques fabriqués en Chine. Il a imposé une interdiction. Donc, il ferme les marchés. Maintenant, la question agricole est intéressante parce qu'il y a bien sûr un grand bloc d'électeurs qui votent généralement républicains. Et eux, ils sont très opposés à la guerre israélo-américaine en Iran, d'abord, et à toutes ses dépenses. Ils sont aussi très opposés aux sanctions, aux restrictions, aux tarifs douaniers et aux menaces que les États-Unis ont imposées à la Chine, parce que le plus grand importateur de produits agricoles américains, c'est la Chine. Mais la Chine a énormément réduit ses achats. Et donc les agriculteurs sont très mécontents de ça avant tout. Et d'ailleurs, je suis bien au courant de cette situation. Je suis un gars de la campagne, je viens de l'Iowa, j'ai grandi là-bas. C'est là, comme on dit, que pousse le maïs le plus haut des États-Unis. C'est vraiment le cœur de tout ce qui touche à l'agriculture.
Et je peux vous dire que même les partisans de Trump, les vrais du mouvement MAGA que je connais en Iowa, s'en détournent. Ils en ont assez de Trump. Pourtant, c'était de grands soutiens. Ils ont voté pour lui à chaque élection. Ils avaient des pancartes devant chez eux, votez Trump, et tout le reste. Donc on parle ici de gens vraiment convaincus, des purs et durs du MAGA. Et ceux que je connais en plus sont très riches, ils possèdent d'immenses exploitations agricoles et ainsi de suite. Vous voyez très bien de qui je parle au Brésil, vous connaissez le genre, la mentalité, c'est la même chose. Alors, ce que Trump raconte, c'est du vent. Il est en train de fermer les marchés américains. Ça, c'est le premier point. Et j'en ai la preuve. D'hier, d'ailleurs. Il a bloqué l'importation de véhicules électriques venant de Chine. C'est une grosse affaire, et franchement, une très mauvaise affaire. Et maintenant, si on parle d'agriculture, pourquoi ce sujet est-il si sensible? Parce que les premiers États à voter lors des primaires, vous savez où se tient la première primaire aux États-Unis? C'est dans l'Iowa. Voilà, c'est le numéro 1. Et on dirait que les républicains perdent pas mal de soutien, parce qu'en ce moment, les agriculteurs sont vraiment dans une situation difficile. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ne s'en sortent pas du tout. Voilà un peu le contexte. Et puis, ils commencent à associer ces interventions commerciales précises et ces sanctions à Trump. Alors, laissez-moi vous donner un peu d'histoire pour que vous puissiez faire le lien. Je vais vous parler de ce que j'appelle l'effet afghan. Cet effet afghan, il est lié à tout ça, et je vais vous raconter l'histoire. En 1979, l'Union soviétique a bien sûr envahi l'Afghanistan. Le président à l'époque, c'était Jimmy Carter, et son conseiller à la sécurité nationale, c'était Brzezinski. Vous savez, un homme très connu, Brzezinski. D'ailleurs, il était professeur à l'université Johns Hopkins, là où j'enseigne moi aussi. Mais Brzezinski, dès le départ, il était totalement anti-soviétique. Alors, ils ont imposé une interdiction d'exportation sur les produits agricoles destinés à l'Union soviétique. C'était leur réaction. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Immédiatement, les Soviétiques ont conclu un très bon accord avec votre voisin du Sud, l'Argentine. Et cet accord était même meilleur que celui qu'ils avaient avec les États-Unis. Du coup, ils ont remplacé les importations agricoles américaines par celles de l'Argentine. Et à cause de ça, bien sûr, il y a eu ce qu'on a appelé l'effet afghan. Ça a provoqué un énorme boom économique en Argentine et en Uruguay, parce qu'une grande partie de l'argent argentin s'est retrouvée en Uruguay. Le développement de certaines plages et d'autres projets en Uruguay, tout ça s'est produit à ce moment-là, juste après 1979. Et sur le plan géopolitique, qui dirigeait l'Argentine à ce moment-là? Les ennemis des États-Unis, les ennemis de Carter, il leur a fait un beau cadeau en décidant ce stupide blocage des exportations agricoles américaines vers l'Union soviétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'élection? Souvenez-vous, on avait une élection en 1980. Et qui a fini par être élu en 1980? C'est Ronald Reagan. Pourquoi Carter a-t-il perdu? Parce que le premier État où il y a eu des élections, c'était lequel? L'Iowa. Et les agriculteurs de l'Iowa. Donc tout ça, c'est très important politiquement pour comprendre comment le système fonctionne et tout le reste. C'est pour ça que Trump parle maintenant des exportations agricoles. Et c'est aussi pour ça que les Iraniens, qui sont malins et intelligents comme les Chinois, savent très bien ce qu'il fait. Et ils répondent « Non, on n'achète pas ». Intéressant. Vous savez, je pense que l'un des principaux problèmes entre l'Iran et les États-Unis en ce moment, c'est le détroit d'Ormuz. On a vu Marco Rubio se rendre dans le Golfe Persique, pour discuter avec des responsables bahreïnis
koweïtien et aussi avec les Émirats arabes unis. Ce qu'il essaie de faire, apparemment, c'est lié à la situation du détroit d'Ormuz. Ils savent que la réalité a un peu changé, mais ils cherchent à agir différemment sur le plan politique dans la région, à créer une sorte de division entre les deux camps, ou à exercer une pression sur Oman, qui subit déjà une pression énorme depuis la deuxième rencontre, le deuxième sommet en Suisse, entre l'Iran et les États-Unis. Parce que les délégations iraniennes, une fois rentrées chez elles, sont allées tout de suite à Oman. Et là, ils ont publié une déclaration disant que l'Iran et Oman allaient, vous savez, faire payer des frais à quiconque voudrait passer par le détroit d'Ormuz. Ensuite, on a entendu des rumeurs selon lesquelles un responsable omanais aurait dit qu'il ne ferait payer personne pour le passage des pétroliers et tout ça. Et aujourd'hui, Bloomberg a rapporté que le gouvernement omanais aurait dit aux Européens qu'il n'y aurait pas de retour au statu quo d'avant-guerre dans le détroit d'Ormuz. Donc, il faudra payer. Il y a des frais à régler pour passer par le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg. Et juste avant d'arriver en direct, ces dernières heures, on a vu des forces iraniennes du corps des gardiens de la Révolution contrôler le détroit d'Ormuz. Certains pétroliers qui tentaient de passer par le détroit n'empruntaient pas les routes désignées par les gardiens, et ils ont été touchés par des drones. Les tirs se poursuivent dans le détroit d'Ormuz, et d'une certaine manière, les deux camps sont en train de s'évaluer, de se réajuster. Alors, concernant le détroit d'Ormuz, selon vous, compte tenu de son importance économique, quelles conséquences voyez-vous à ce qui s'est passé là-bas? Quelle est, d'après vous, la position de l'Iran? Comment percevez-vous celle des pays du Conseil de coopération du Golfe? Et comment voyez-vous les États-Unis tenter de gérer ce détroit, qui est si crucial pour l'économie de la région? Alors, premièrement, c'est un cas typique où la géographie domine. Il faut garder les choses simples. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les Iraniens ont maintenant montré et prouvé qu'ils représentent une menace crédible pour le contrôle. Donc, ils contrôleront justement parce qu'ils sont une menace crédible. Ils peuvent tout arrêter quand ils le veulent, et maintenant tout le monde le sait. Avant la guerre, ce n'était pas le cas d'ailleurs. Il faut toujours garder en tête ce dont ils parlent et ce qu'ils essayent de faire passer maintenant. Oh Trump, c'est formidable, on rouvre. Eh bien, même dans les bons jours, le passage par le détroit, soi-disant rouvert ces derniers jours, le 24, c'était il y a 2 jours, il n'y avait que 53% du trafic qui passait par le détroit avant la guerre.